la deuxième partie avec Pénélope Renaud. Bon, alors on reprend sur l'individualisation et le moi groupe, mais il y avait une chose que il y a une chose que je voulais sur les aléas. Je vais me marrer. Des fois c'est la cour du miracle. Alors, parfois, est-ce que dans les communications que tu as eues, est-ce qu'ils se réincarneraient en humains, enfin, ces animaux se réincarnent en humains, ou les humains se réincarneraient en chiens, ou ça va toujours dans un seul sens? Bah, c'est ce que je te dis, moi je pense Après les qu'effectivement, communications que tu as eues. moi dans les, pas forcément dans les communications que j'ai eues, mais en tout cas dans la compréhension des choses que j'ai eues à travers ces communications-là et les messages que j'ai pu recevoir, notamment de certains qui m'ont donné des messages, tu vas t'en parler tout à l'heure, mais vraiment dignes de grands maîtres, des messages de sagesse, c'est pour ça que je te dis. d'humanité. Moi, alors au niveau réincarnation, j'ai eu des cas de réincarnation chez moi et chez des personnes qui ont fait aussi appel à moi, de chiens qui sont revenus incarner dans d'autres chiens. Tu vois. D'accord. Ils peuvent aussi changer d'espèce, ils peuvent changer de race de chien, j'ai eu souvent le cas chez moi de réincarnation et c'est hallucinant parce que même si le caractère n'est pas tout à fait le même, on retrouve le lien tel qu'on l'avait laissé en fait. Tu vois, on rouvre un autre livre différent, mais on reprend la même histoire quelque part. Il y a juste une petite interruption, une petite coupure et puis on repart sur une autre histoire qui reste la même quelque part. C'est un tome 2, tu vois, en fait, en gros. Mais c'est le même lien. Et c'est à ça qu'on le reconnaît. C'est la même relation. On reprend exactement pareil. Et il se trouve que certains animaux, en tout cas moi je l'ai remarqué chez moi, reprennent les mêmes attitudes et les mêmes habitudes chez toi qu'ils avaient avant dans la précédente incarnation. D'accord. Et des fois, ça peut arriver aussi sans savoir que c'est eux qui sont revenus, de redonner presque le même nom. Là, j'ai une chienne qui s'appelait Polly, qui s'appelait Molly, après, dans sa deuxième incarnation. Par contre, physiquement, alors que pratiquement, moi, des fois, quand je vois les photos des deux, je les confonds. Le même coup, pratiquement. Quel a été le livre qui a été le vecteur, on va dire, de ta découverte, en fait, de ce qu'on appelle la vie après la vie? Est-ce que c'était Herman Moody, justement? Ouais, C'est ça. Je crois que c'est pour tout le monde. C'est pour un peu tout le monde. À l'époque, on n'avait pas grand-chose. Et il n'y avait pas Internet. Après, il y avait aussi les travaux de Pim Van Lommel. Oui. Tu te souviens de Pim Van Lommel? Le Hollandais, c'est un cardiologue hollandais. D'accord. Il avait beaucoup fait avancer les choses parce qu'il avait justement recueilli, comme Raymond dit. Et le père Brune, il n'a pas eu. Et le père Brune, le père Brune, oui, on nous parle. Mais bon, lui, oui. et tu sais, lui, je l'avais eu au téléphone et justement, j'avais posé la question de savoir ce qu'il pensait au niveau des animaux. Il m'avait dit c'est bien, il faut passer le message. C'était en 2015, je crois que je l'avais rencontré après. C'était lors d'une conférence qu'on faisait ensemble. Et avec Charbonnier aussi. Et il m'avait dit qu'il faut passer le message au niveau des animaux parce que oui, ils ont une âme, oui, il faut vraiment faire comprendre aux gens qu'effectivement, il y a une vie après la mort pour eux aussi. Et il se trouve qu'à l'époque, il y avait des médiums qui me contactaient complètement affolés en me disant j'ai de plus en plus d'animaux qui viennent dans mes séances en public, qui viennent en fait, et je vois de plus en plus de gens accompagnés de leurs animaux de l'autre côté qui viennent me parler. Oui. Et parfois j'ai des animaux qui viennent aussi transmettre des messages aux gens dans la salle. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et là c'était dans les années, tu vois, 2012-2015, ça a commencé à ce moment-là. Voilà. D'accord. Alors aussi ce livre il est présenté donc face à témoin de l'extérieur, c'est présenté par Didier Van Kovlert. Je remonte ici. Comment s'est fait c'est First Edition? Comment s'est fait la rencontre avec cette personne, donc Didier Van Kovlert, et le lien en fait, là ça lui a plu? Ça lui a plu. Disons que c'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses, Didier Van Kovlert. Il est ouvert sur beaucoup de sujets. Il est, avec Lunel aussi. Avec Pierre Lunel. Et moi, c'est très marrant l'histoire de Didier Van Kovlert parce que donc, il y a longtemps de ça maintenant, quand j'avais 30 ans, j'avais ma meilleure amie qui était une de ses ferventes lectrices et c'est elle qui m'en avait parlé, je ne le connaissais pas. Et elle me parlait de la vie après la vie, justement. Ouais. Non, la vie interdite, pardon. La vie interdite. Il avait eu mon cours pour ce livre-là. Et elle m'avait dit, tu vas voir, il passe ce soir. Et c'était pour Karine après la vie. Voilà, il avait fait la préface d'un livre, Karine après la vie.
Il m'avait dit passe ce soir à l'émission littéraire de PPDA, Vol de nuit, regarde-le. Et à peine je l'ai vu sur le plateau, j'ai dit lui il faut que je le rencontre. J'avais 30 ans. 30 ans. Un appel. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai pas compris. Et j'avais ce truc, il faut que je le rencontre. À l'époque, je commençais à vraiment me repencher sur tout ce qui était vie après la mort parce que ça, je m'étais beaucoup intéressée à l'adolescence. J'avais laissé de côté entre 20 et 30, tu vois. Et à 30 ans, ça m'était revenu avec des dons qui revenaient, des capacités qui revenaient. Là, je me suis replongée dedans complètement. Et là, je sais pas, il y a ce truc qui est arrivé, il faut que tu le rencontres. Et la rencontre s'est faite. Donc j'avais 15 ans de plus. 15 ans après. Un peu comme avec Lanson, tu vois, à 12 ans, je me suis dit j'aurais un mâle blanc, golden, et je l'ai eu 12 ans après. Donc des fois il faut être patient, donc à me concernant. Et c'est vrai que là, non, ça s'est fait à Toulouse, il faisait des dédicaces, et donc je lui ai fait préfacer, alors là il y a une petite anecdote, ça, c'est très marrant. Le livre Jules, il avait écrit un livre en fait sur un chien guide. D'accord. Et un labrador. Et donc je fais préfacer le livre et là il m'ouvre les bras comme ça, il me fait la bise comme si on se connaissait depuis toujours. En 5 minutes on s'est tutoyé, au bout de 10 minutes il me proposait d'écrire le livre pour sa collection. Enfin bon bref, on est resté 1 heure à discuter et après on est resté très très proches, très amis, voilà, vraiment avec une belle connexion quoi. Et ensuite il a eu son livre Jules a eu un tel succès qu'il a décidé d'écrire le deuxième, enfin la suite. Et là, il m'appelle, il me dit tu sais quoi, en fait, je sais qui m'inspire le livre depuis le début, c'est ton chien Oscar. Donc Oscar, en fait, il avait inspiré Jules avant même qu'on se connaisse. Et pendant qu'il écrivait le tome 2, il avait tout le temps Oscar avec lui. Mais il m'appelait, il m'envoyait d'ailleurs, à fur et à mesure qu'il écrivait, il m'envoyait ce qu'il écrivait par mail, tu vois. Et il se trouve que Jules, ce chien, en fait, son humaine, à un moment donné, elle recouvre la vie. Donc il perd son utilité, c'est un chien guide. Et là, il tombe en dépression. Et donc il se cherche une occupation, il ne trouve pas, et il tombe de plus en plus en dépression. Et à la fin du livre, il commence à s'occuper d'un enfant, je ne sais plus s'il est autiste ou je ne sais plus ce qu'il a comme handicap. Je crois qu'il est autiste. Et donc il se retrouve une deuxième mission et il s'en va, il retrouve la joie de vivre. Mais en fait, c'est très bizarre, parce que Didier, sans le savoir, en fait, a écrit l'histoire d'Oscar. D'accord. Oscar était mon fer de lance au niveau de l'élevage, et il est né chez moi, et il a fait, on va dire 6 ans de concours avec moi de beauté, parce que j'ai fait avec mon élevage beaucoup de concours de beauté, où je partais partout dans la France, à l'étranger, et lui a été fer de lance de l'élevage et un champion international de beauté qui était une star à son époque. À la fin, la dernière expo, tu vois, la juge qui le jugeait a carrément dit quand on a la chance et l'honneur d'avoir un chien comme Oscar sur le ring, on regarde même pas les autres concurrents, on le fait gagner d'office. Tu vois où il en était arrivé quoi. Et le chien, en fait, Oscar avait une sorte d'ego qui s'était développé quand même autour de ça. Quand il rentrait d'expo, tu vois, il était un peu ronchon vis-à-vis des autres chiens. Enfin bon. Et il gagnait tout le temps. Et il se trouve que quand, à 7 ans, il est tombé boiteux. J'ai essayé plusieurs traitements, il n'y a rien qui a marché. Et comme il gagnait beaucoup et qu'il n'était pas trop aimé dans le milieu, si tu veux, je voulais pas comme il y a un problème d'OCD, c'est l'ostéo qu'on dit qui séquente au niveau des golden, je voulais pas, c'est héréditaire, génétique, donc je ne voulais pas qu'on lui mette ça sur le dos et qu'on dise qu'il avait cette tare-là, parce que là, si tu veux, c'est un petit peu la peste du golden. Et donc je voulais pas que les gens soient médisants encore une fois sur lui par rapport à ça. J'ai arrêté les expos du jour au lendemain avec lui, et complètement, parce que je ne voulais pas y aller sans lui aussi. Et à partir de ce jour-là, j'ai vu mon chien périquiter complètement, comme Jules. Tu vois. Et en l'espace de 6 mois, 1 an, il a pris 4 ans. On aurait dit un chien, il avait 7 ans, on aurait dit un chien de 12 ans. Et il se trouve qu'à 12 ans, effectivement, il est mort d'une leucémie. Il se trouve que la signification de la leucémie, c'est la perte de la joie de vivre. Et je ne trouve plus ma place, je n'ai plus mon utilité. Voilà. Et sauf que si Jules a retrouvé une occupation, Oscar, j'ai essayé de lui trouver d'autres occupations. Lui, sa mission, c'était de gagner un expo avec moi. C'était sa raison de vivre, tu vois. C'était hallucinant.
c'était ça. C'était partager des moments forts avec moi sur les livres. Et c'est vrai que j'ai partagé des moments très forts avec lui sur les livres. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il est parti, j'avoue, j'ai toujours pas fait mon deuil. Tu vois que ce ne sont pas forcément les... Les cordonniers ne sont pas les mieux chaussés, c'est tout à fait vrai, je reconnais, c'est tout à fait mon cas. Je suis nulle dans les deuils. J'ai aidé beaucoup de gens en deuil, mais me concernant, je ne sais pas faire les deuils. Tu es aussi actrice, hein, parce que tu as participé à un film qui s'appelle Le rêve de Manon. Est-ce que tu peux nous parler de ce film et puis ce rôle-là que tu as eu, comment ça s'est déroulé? Ça, c'était Malgorzata des Bosca qui m'avait proposé. Elle avait écrit ce scénario pour moi avec Constantin. Alors au départ, je lui avais dit non parce que c'était inspiré de ma vie et jouer mon propre rôle. J'avoue que ça a été le film. J'avais fait beaucoup de théâtre, j'avais fait une dizaine d'années de théâtre avant et j'ai jamais aussi mal joué que dans ce film en fait. C'est très dur de jouer son propre rôle parce que tu te dévoiles si tu veux, t'as pas forcément envie et c'est pour ça qu'au début je lui avais dit non. Et puis après finalement je me suis dit bon allez, si j'avais envie de jouer, j'avais envie de tourner, donc l'envie a été plus forte mais ça a été très inconfortable. Vraiment inconfortable. Après, elle a romancé, elle a inventé des choses, mais à la base, c'était chez moi, on a tourné chez moi, en plus avec mes chiens. Ouais. Tu vois, j'étais buzz, vraiment dans le cœur de ma vie, quoi. Et là, ça, c'était douloureux. Ça a été vraiment. Tu vois, tu pourrais te dire que c'est facile, puisque finalement, c'est ton quotidien, et que toi, tu as qu'à jouer ton rôle. Non, tu peux pas te cacher. Oui. Là, c'était à nu complètement, et c'est très inconfortable. Vraiment, j'ai été très mauvaise. J'avoue, j'ai très mal joué. C'est horrible. On est toujours mal juge de soi-même. Non, mais là, c'est vrai, c'est objectif. Tu avais participé aussi à un petit film avec eux sur l'au-delà. Alors, celui-là, par contre, me tient beaucoup plus à cœur. Angel. Angel, ouais. Et Angel, je jouais une mère qui perdait sa fille dans un accident de quad. D'accord. Sa fille de 12 ans. Sa fille. Et effectivement, j'avais pris le parti de ne pas jouer et de le vivre. Et là, ça a été à double tranchant parce que j'ai mis bien 2 mois à m'en remettre. J'ai pas d'enfants, oui, j'ai des chiens, c'est comme des enfants. Oui, grands enfants. J'ai pas d'enfants, vraiment humains. Donc j'ai pu voir à travers ce film ce que ça pouvait être. Et surtout que ça pouvait être de perdre un enfant. Et je ne me suis pas protégée. J'avoue, je ne me suis pas protégée, je l'ai pas joué, je l'ai vécu. J'ai pris le parti de le vivre. Et puis c'est vrai que des fois il y a des personnages aussi comme ça auxquels tu t'attaches, tu vois, t'as pas forcément envie de les laisser. Et je trouve que Christine dans son film, je l'aimais bien et j'avais du mal à me dissocier d'elle aussi. Et le fait d'avoir voulu le vivre au niveau des émotions, tu sais, il y a des scènes, notamment l'annonce de la mort. Heureusement qu'il n'y a pas eu de problème parce qu'il y aurait un problème de son, n'importe quoi, mais je n'aurais jamais pu rejouer la scène une deuxième fois. Impossible. Il y a eu 2 scènes comme ça dans le film, on m'aurait demandé de les rejouer derrière, j'en étais incapable. Malgorzata nous a un peu, sur certains plans, on nous a laissé libre de nos actions, on avait vraiment libre, on était en impro. Sur certaines scènes, et notamment celle-là, on était en impro, on faisait ce qu'on voulait. Il n'y avait pas de texte sur ces scènes-là, et elle ne nous a pas dirigé, elle nous a dit vous laissez faire. Et là, je laissais faire, et je t'assure que ce qui est sorti, je ne savais pas du tout comment j'allais réagir, mais pas du tout. C'est pour ça que j'aurais jamais été capable de le refaire une deuxième fois. C'est pour ça que je dis je ne l'ai pas joué, je l'ai vraiment vécu. Et j'avoue que quand tu fais ça laisse des traces. Alors tu as une deuxième passion, c'est, on a Rennes-le-Château, tu viens souvent à Rennes-le-Château et tu travailles sur un livre sur le templarisme. Non, attends, c'est un roman. Un roman. C'est un roman. Bien sûr, ouais. Et à la base, c'est pas sur l'ordre du temps. À la base, c'est un roman qui est pour l'instant en 2 parties, qui je pense aura 3 parties. La première partie, c'est la transformation au féminin. Mes 2 personnages principaux se rencontrent dans leur coma.
Je ne vais pas en dire trop quand même. Non. Et en fait, il se trouve que leur histoire date de plusieurs vies. Et chaque vie, quand ils se rendent compte qu'il y en a toujours un qui est emporté de l'autre côté, prématurément. Donc ça les empêche de vivre ce qu'ils ont à vivre. Et il se trouve que là, il leur est demandé à l'un et à l'autre de faire des changements. Elle, transformation intérieure de façon à pouvoir lâcher certaines choses au niveau des programmations qui se sont engrammées au niveau des mémoires de leurs âmes en fonction de leurs incarnations mutuelles. Donc elle fait cette transformation-là. Donc effectivement, il y a des endroits que je cite dans la Haute-Vallée, dans le Pays Basque aussi. Et en fait, ils se retrouvent dans le Pays Basque dans leur coma respectif. Et elle se transforme, elle va arriver à un changement intérieur qui va lui permettre de faire cette libération au niveau de ses mémoires qui les suivent depuis toutes ses vies en fait. Et lui a un deuxième coma à la fin du tome 1. Et dans ce deuxième coma, il devient un voyageur du temps, c'est-à-dire qu'il part en 1307, au moment où Jacques de Molay demande aux Templiers de partir cacher des choses, effectivement, donc là le tome 2 commence sur la période des Templiers. Il était Templier et il vient à Rennes-le-Château justement cacher quelque chose. Et à Rennes-le-Château, il rencontre Margot, justement. Donc c'est cette première incarnation-là qui a créé la première mémoire et qui a engrammé toutes les autres, enfin, qui a été le point de départ de ces mémoires qui les a empêchés après dans toutes les vies où ils se sont retrouvés de pouvoir vivre quelque chose ensemble, puisque dans cette vie-là, elle meurt justement au moment où lui se fait arrêter et il revient pendant son coma à ce moment-là pour changer le passé de façon à changer le futur. Et donc il vient changer cette réaction qu'il a à un moment donné qui entraîne sa mort à elle. Et ensuite il revient du coma, mais je ne vais pas en dire plus. Non, voilà. On n'en dira pas plus. Voilà. On va s'arrêter là. Ça s'appelle Au-delà de ça. Là, est-ce que tu es en phase d'écriture? Je te rappelle. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Oui, il y a un message très important au niveau des animaux parce qu'aujourd'hui je vois beaucoup de choses. Les gens souffrent énormément depuis le confinement, les confinements depuis le Covid. C'est vrai qu'il y a eu un rapprochement, l'être humain s'est rapproché des animaux et maintenant on sent qu'il y a une réelle demande d'avoir un animal avec soi. Mais je pense que c'est tout le monde conscient. Je pense que les âmes nous amènent aussi, notre âme nous amène vers les animaux aussi aujourd'hui, de façon à renouer avec tout ce qui nous entoure, avec le vivant, avec tout ce dont on a été coupé, dont je parle dans le livre à travers notre histoire. Parce qu'en fait, le livre parle de comment. Alors, il faut quand même préciser que c'est un livre sur la com animale, certes, mais ce n'est pas que sur la com animale, et la com animale me sert à alimenter ma thèse. Et ma thèse, en fait, donc je pars du postulat qu'en tant qu'homme préhistorique il y a 45 000 ans, en faisant une alliance avec les loups, on a réussi à donc les apprivoiser, on a fait une alliance pour chasser, donc ça nous a changé nos modes de vie, notre alimentation, et c'est ce qui aurait amené un changement au niveau de notre cerveau et qui nous aurait amené à devenir ce qu'on est aujourd'hui. Donc si tu veux, l'animal nous a sans les animaux, déjà on ne serait pas aussi nombreux sur Terre, c'est impossible. Donc je parle de notre évolution avec les conjointement. Grâce aux animaux, en fait, je parle de ce qu'on est devenu grâce à l'animal. J'essaie de rendre la parole à ceux à qui on la donne jamais, pour expliquer tout ce qu'ils nous ont apporté au fil du temps, pour en arriver où on en est arrivé aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui on est arrivé à une période où on est dans une individualisation totale, et une division totale, et je dirais même, voire on est tombé dans l'indifférence de l'autre. Et il se trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui vont mal, et si il y a 45 000 ans, les animaux sont arrivés pour nous aider à développer notre cerveau, je pense qu'aujourd'hui, ils sont venus nous aider à développer notre cœur, l'intelligence du cœur. Chose qu'on a perdue, et notamment depuis l'ère industrielle. Au 19e siècle, avec le behaviorisme aussi, qui nous a conditionnés à obéir, et à ne plus obéir à notre être intérieur et à notre nature. Tu vois, on nous a complètement dénaturés. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de retrouver cette connexion avec nous-mêmes, avec ce qui nous entoure. Et je pense que l'animal est un bon thérapeute pour ça, un bon médiateur. Il nous ramène vers
cette connexion-là, perdue. Steiner le disait justement sur le règne des élémentaires, des élémentaux. Alors, en ce qui concerne les fées, les lutins, les elfes, ils se sont retirés au moment de l'industrialisation, des voitures, Oui, de tout c'est ça. ça. Ils se sont retirés sur un autre plan. En fait. On les voit, nos arrière-grands-parents, en Bretagne, en Islande, voyaient ces êtres-là et ils se sont retirés sur un autre plan. Ils sont protégés. Ils sont protégés. Ils sont protégés. Même à Bugarach, c'était la montagne aux fées. Ils se sont protégés, on peut comprendre pourquoi. À partir de là, tu sais, beaucoup de nos habitudes ont été changées. Ouais. Au niveau alimentaire, au niveau des horaires, on a servi carrément la matrice, il faut le dire clairement. Là, on est devenus vraiment des petits soldats qui sont devenus des consommateurs. Ouais, à partir de là, on est devenus des consommateurs. Tu vois. Et là, ça a été très très vite, finalement, cette évolution vers ce qu'on est devenu aujourd'hui a été très rapide. Et là, ça s'est accentué depuis 2000, depuis 2020, ça a été, là maintenant, ça prend une ampleur telle. Et Exponentielle. Maintenant, on a pris le TGV, hein, quand même. On est bientôt dans le Concorde, là. Oui. Il faut s'accrocher. C'est pour ça, l'animal a un rôle important aujourd'hui, il remplit complètement la mission. Ça, c'est la deuxième version du livre qui est sortie en septembre 2024. Et elle a été augmentée, elle a été actualisée parce que c'est vrai que quand il est sorti en 2018, comme je disais, les consciences n'étaient pas ouvertes comme maintenant. Et c'est vrai que depuis le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont changé et les consciences ont évolué. Donc j'ai fait des réajustements et j'ai fait des réajustements au niveau de l'histoire pour amener un peu plus de compréhension par rapport à toute cette évolution qu'on a vécue depuis l'ère industrielle pour arriver justement à ce conditionnement et à l'expérience de 1000 grammes qui nous amène dans ces extrêmes dans lesquels nous sommes tombés. Et cette déconnexion de notre sensibilité quelque part et de notre sensibilité à l'autre finalement. Et c'est vrai que l'animal nous ramène à cette sensibilité-là. L'animal nous ramène à notre cœur et nous ramène vers l'émotion. L'émotionnel, c'est la base. C'est la base, c'est l'émotion qui nous reconnecte à tout, qui nous reconnecte d'abord à notre cœur, qui nous reconnecte à tout. Tout part de là. Ça part pas de là. À partir du moment où ça part de là, on sait d'où ça vient. Ça, c'est... On répond à la matrice ici. Ouais, là, ouais. on répond à notre âme, tu vois. Et l'animal nous permet de nous connecter à notre âme. Il nous reconnecte à l'essentiel, à notre essence, tout simplement. Et facile. C'est facile d'accès. Il suffit d'être dans le champ, dans l'aura d'un animal pour le ressentir. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à y rentrer, qui ont du mal à toucher un animal, parce qu'ils se sont tellement déconnectés de ça, ça leur fait peur. Tu vois, quelque part. Il y a quelque chose chez eux qui est réticent à ça. Et il y a d'autres personnes, au contraire, qui le recherchent. C'est notre nourriture. Enfin, je veux dire, tu nous coupes de ça, qu'est-ce qui arrive? Des maladies, des problèmes de suicide, des dépressions. Pourquoi le monde va mal aujourd'hui? De plus en plus mal. C'est lié à ça aussi. Et c'est pour ça que, tu vois, on se sert beaucoup maintenant des animaux pour les personnes atteintes d'Alzheimer, pour les autistes. Mais en fait, comme je le dis dans le livre, comme je le dis souvent, quand on a un animal avec nous, on est en thérapie. La médiation animale se fait aussi avec ton chien, avec ton chat, avec n'importe quel animal. Je veux dire, à partir du moment où on est dans leur champ vibratoire, à partir du moment où on est en connexion avec eux, où on en a un avec nous, on est obligé déjà de s'en occuper. Il y a ça aussi, c'est qui nous ramène à une responsabilisation et à nous dépasser aussi. Parce que si jamais on est malade, qu'on est fatigué, qu'on n'a pas envie, ben ouais, mais il faut y aller quand même. Ben tu vas, et tu sais pourquoi tu y vas, et c'est là qu'ils sont très forts. Ben tu le fais par amour. Et là, ils te font te dépasser par amour. Et c'est là qu'ils te montrent, ils te font sortir la meilleure version de toi. Bien, merci pour cet entretien. Et donc je rappelle donc le livre Ces animaux qui nous parlent chez First Edition.